peux te faire un paquet d'oseille, hein. Le capital, c'est fou. Ah oui, ça. Les voitures, c'est foutu. Ma boîte, mon histoire, l'émission des gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Bonjour Christelle Curcio qu'on reçoit aujourd'hui dans cette émission nouvelle, débutante, qui balbutie, même si nous on fait déjà office de vieux couple du téléachat du matin. C'est ma boîte, mon histoire. C'est surtout mon histoire aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est pas que ta boîte, tu l'as montée avec d'autres gens, on va y revenir. C'est une émission qui veut entendre les parcours de gens inspirants qui se racontent sans se la raconter. Donc je pense qu'on est bien tombé. Donc, Christelle, est-ce que tu pourrais, en 2 mots, s'il te plaît, te présenter et représenter Allegria et les 3 branches que vous avez aujourd'hui, histoire qu'on resitue, mais sans rentrer dans le détail, on y reviendra plus tard. Bonjour à tous les deux. Déjà, merci de m'accueillir. Donc, moi, c'est Christelle Curcio. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je viens tout juste de les avoir et j'ai monté Allegria Group il y a 2 ans quasiment maintenant. Très rapidement dans mon parcours, même si je pense j'aurai l'occasion de plus en parler, moi je suis issue de filières web et digitale. C'est ce que j'ai fait un petit peu toute ma vie et c'est ce qui me passionne vraiment. C'est pas forcément le côté business, entrepreneuriat, c'est vraiment plus venir du produit et du design. Aujourd'hui, chez Allegria, on fait du no-code. Principalement, on utilise des technologies no-code. Allegria Group, c'est 3 entités différentes. Partie du constat qu'il n'y a pas assez de gens aujourd'hui dans le monde qui savent coder et donc qui sont autonomes pour créer des applications. Aujourd'hui, il n'y a que 0,3% de la population mondiale qui sait le faire. Et l'objectif et l'ambition du projet, c'est de passer de 0,3% à 20% de la population mondiale qui est capable de créer des applications. Donc, il y a un véritable enjeu sociétal en fait derrière. Et ça se décline aujourd'hui en 3 pôles d'activité. Allegria Tech, c'est le pôle par lequel on a démarré. À la base, c'était une agence web en utilisant les technologies no-code pour permettre aux entreprises d'accélérer leur transition digitale, de créer des produits pour plus vite et moins cher qu'en développement traditionnel. Aujourd'hui, on a élargi Tech à une gamme de services plus large. On fait du conseil, on fait de la production d'app, on fait de la formation pour les équipes et on propose des services aussi à la fois en projet, mais aussi à la fois en mobilisant des ressources. On a aussi monté une école qui s'appelle Allegria Academy pour permettre à la fois en B2C à des gens qui ne sont pas issus du monde du développement ou du digital de se reconvertir. On a des profils qui font de la reconversion académique ou de la reconversion professionnelle. Et on forme aussi des entreprises directement, des gens du métier aux outils no-code pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leurs applications, leurs logiciels. Et puis, la dernière partie dont moi je m'occupe, c'est Allegria Network. C'est la communauté des makers professionnels. Et donc, c'est un accompagnateur de carrière, des gens qui sont déjà professionnels dans ce métier-là, dans le métier de maker, et pour lesquels on va proposer à la fois de l'accompagnement, de la montée en compétences, des opportunités business et surtout un réseau pour qu'ils puissent rencontrer d'autres makers, des gens qui font le même métier qu'eux, et puis pour s'entraider et on sait à quel point c'est important d'échanger, de rencontrer des gens qui font les mêmes choses que nous, qui ont les mêmes problématiques que nous, et donc c'est l'idée derrière Allegria Network. Et donc tout cet écosystème, ça a créé Allegria Group, donc notre boîte aujourd'hui. Voilà. Autour des 3 piliers, make, train et staff. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est we make, we train et we staff. Exactement. C'est ce qui est affiché sur notre site aujourd'hui. C'est vachement bien. Je pense qu'on va s'intéresser à toi maintenant. Ben oui, comment tu es en arrivé au code? Qu'est-ce qui fait que... Donc, tu m'as dit ça fait 3 ans maintenant que tu t'es dit, tiens, je vais monter une agence et je vais faire du no-code. Mais surtout, ça remonte à il y a longtemps. Mais je ne spoil pas. Ouais, c'est ça. En fait, dans mon parcours, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis issue d'une famille où on a tous eu des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo. Du coup, j'ai bénéficié en fait de cet environnement-là très tech et très geek. Donc, j'ai été très jeune
devant des ordinateurs. Et à 11 ans, j'ai commencé à apprendre à coder en HTML et en CSS. Sachant que pour ceux qui connaissent un peu plus les langages informatiques, HTML et CSS, c'est les langages les plus simples, en fait, parce que c'est très haut niveau. Donc, on n'est pas dans des couches très profondes à faire de la programmation compliquée. Donc, j'ai appris à faire des pages web, en fait, tout simplement, parce que je suis rentrée par le biais du jeu et de la passion. Je jouais à des jeux en ligne, mais des jeux qui étaient au format web, pas forcément des jeux de console ou autres. Et du coup, on avait des créatures qu'on pouvait personnaliser, on avait des mises en page qu'on pouvait faire, et ça se faisait en HTML et en CSS. C'est comme ça en fait que je suis rentrée dedans, donc je me rendais même pas compte que déjà qu'il y avait des métiers derrière possibles, qu'il y avait des carrières possibles dans ce monde-là. Pour moi, c'était ludique, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans, donc à 11 ans. Et puis, au collège et au lycée, je continuais à faire ça pour m'amuser. Vraiment très, très geek, en fait. Et arrivé au lycée, à la fin du lycée, quand j'ai eu mon bac, il y avait admission post-bac. On s'est demandé avec ma famille qu'est-ce que j'allais faire. Je me posais plein de questions là-dessus. J'avais vraiment aucune idée en réalité du parcours que je voulais avoir pour la suite, de la carrière que je voulais mener. J'étais vraiment perdue. Donc je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi mes passions, qu'est-ce que j'aime faire, quels sont pas loin de chez moi, parce que à l'époque j'avais pas trop envie de bouger. J'étais à Marne-la-Vallée et je voulais quelque chose dans le coin quand même, à Paris ou en région Paris-Est. Et donc j'ai vu qu'il y avait ce DUT services et réseaux de communication. C'était mon choix numéro un. J'ai pu l'avoir, et donc en fait c'était des études de digital et de web au sens large, parce que j'ai eu des cours pour le coup de toujours HTML, CSS, donc les fameux, des cours de PHP MySQL, donc un petit peu plus complexe, et du Java aussi. Et donc c'était principalement développement front-end, mais surtout j'ai découvert vraiment le design. J'ai eu vraiment des vrais cours de design pour faire des maquettes sur Photoshop à l'époque, et du Flash aussi, je me rappelle. Enfin, voilà, c'était toutes ces Non, technos-là. j'avais une question. Quand tu avais 11 ans, tu codais, parce que alors moi, quand tu avais 11 ans, c'est le moment où j'ai dû découvrir la première version de Dreamweaver, tu vois, qui sortait, où là, tout d'un coup, Mm. j'étais en train d'apprendre. Moi, j'avais fait une école de digital à Léonard de Vinci, qui était l'IM. Et tu sais, on est arrivé, il n'y avait pas encore Photoshop, il n'y avait pas encore... Le téléphone. Il y a le Non, téléphone. c'est exactement ça. On avait des gros trucs énormes. Bref, je sais, ça fait préhistoire, mais le jour où Dreamweaver est arrivé, ça nous a sauvé notre vie, tu vois. D'un coup, on n'était plus obligé de coder en texte. Est-ce que toi, tu codais vraiment sur des fichiers texte, ou est-ce que tu as utilisé des outils déjà? Alors, j'ai fait les deux. J'avais Dreamweaver aussi à cette époque-là. Bon, je me rappelle, ça marchait pas très très bien parce que quand tu faisais les previews, ça fonctionnait pas forcément bien à Dépendait du chaque fois. navigateur. Hein. Dépendait du Ouais. navigateur. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, ça a tellement évolué, c'est plus du tout le cas. Mais je me rappelle, ouais, à l'époque, j'utilisais Dreamweaver et j'utilisais des logiciels d'éditeurs de texte, enfin de code, je sais même plus comment ils s'appelaient. Après, enfin, j'en ai testé plein parce que moi, j'aime bien aussi les beaux produits, les beaux logiciels. Et je me rappelle, j'avais bien aimé Sublime Text après quand j'étais en études. C'était quasiment 5-10 ans plus tard. Il n'y avait pas encore ça à l'époque. Mais ouais, moi, j'ai connu Dreamweaver. Pour le coup, Tu étais à la euh, recherche d'outils, et est-ce que tu cherchais un peu à hacker, comment coder plus vite, comment, tu vois, est-ce que quelque chose t'emmenait vers... ouais. Bah, complètement, parce que moi, en fait, si j'ai appris à coder au début, c'était plutôt pour faire des mises en page. Et en fait, j'intégrais des maquettes que je faisais sur Photoshop à ce moment-là. Donc, en fait, je faisais mes designs sur Photoshop, et je me disais, mon objectif, c'est de les intégrer en format web, mais c'est pas intégrer pour intégrer. C'est vraiment parce que j'ai un produit derrière et je veux qu'il soit beau, qu'il soit fonctionnel. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse. Donc, finalement, le moyen pour y arriver, c'était pas tant ça qui m'intéressait. Et en l'occurrence, tout ce que j'avais à disposition, c'était du HTML, du CSS pour le faire. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dedans, tout simplement parce que c'était un outil pour moi, un moyen de le faire. Mais j'ai toujours cherché à hacker le truc et à me dire,
c'est quoi le moyen le plus rapide, en fait, de le faire et qui sera le moins complexe techniquement pour moi. Parce que typiquement, j'ai appris le PHP et le MySQL. Je n'y arrivais pas pour juste concevoir, intégrer et développer mettre en place une base de données qui fonctionne avec un système de login password. J'ai eu des cours dessus, j'ai essayé de le faire toute seule. Franchement, j'y arrivais vraiment pas. J'avais tout le temps un bug, un truc qui allait pas. Et typiquement, quand j'ai découvert Bubble plus récemment, qui permet de faire des applications, en fait, c'est des modules qui sont déjà préintégrés et pour autant, on peut faire tout le design qu'on veut, on peut faire la conception comme on veut, avoir une liberté totale. Et en fait, on n'est pas embêté par ces détails techniques qui, en tout cas pour mon profil, moi, je suis pas là à essayer de chercher je suis pas ingénieure en tant que telle et ça m'intéresse pas de craquer des problèmes technologiques très complexes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté produit, design et peu importe le moyen d'y arriver facilement en fait à créer une expérience pour un utilisateur. C'est vraiment ça qui me plaît et donc le moyen m'intéresse moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais du no-code principalement et que je veux parler du no-code et montrer à quel point c'est utile pour plein de profils différents, quoi. Justement, je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu étais allé par plaisir, par amour du jeu, pardon, vers ce truc qui était le code, parce qu'il y avait une utilité et que c'était ludique. Et aujourd'hui, nous, on revient de New York, on a eu l'occasion de rencontrer un entrepreneur qui fait du no-code pour le métaverse et qui a décidé d'attaquer le truc par le jeu, justement parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a une communauté qui va avoir envie, parce qu'il y a le jeu derrière. Est-ce que comment est-ce que toi, déjà, est-ce que c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est ce qui est toujours qui semble être ce que tu dis, hein, mais est-ce que c'est la démarche? Est-ce que c'est justement de dire, voilà, on va s'attaquer non pas aux problèmes, comme tu le dis, frontal, techno, etc., mais on va aborder des sujets qui sont peut-être des sujets de X, des sujets d'ergo au sens plus large. Enfin, voilà, parce que je sais que tu as aussi eu cette corde à ton arc. Et tu parles beaucoup de beaux produits. Donc, à quoi vous attaquez en fait? Quand tu dis à quoi on s'attaque, c'est C'est pas... pour nos makers. Ouais, quand tu te dis, voilà, j'ai tel problème à régler, est-ce que c'est vraiment finalement le problème tech qui sert de motivation ou est-ce que c'est justement l'endroit où tu vas pouvoir avoir une action sur l'utilisateur qui, lui, va de même plus à même d'utiliser le produit ou de se lancer dans... Oui, tu veux dire qu'est-ce qu'aujourd'hui tu à corps perdu dans un truc problème, de no-code, hein. C'est de rendre vivant, de rendre concret très vite une idée. Parce qu'il y a une panoplie de choses à faire avec no-code et c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est ça. En fait, le no-code, c'est hyper large et pareil, enfin, je vois ça aussi comme un moyen d'atteindre un résultat. Typiquement, moi, j'utilisais le code il y a 10-15 ans pour intégrer des maquettes que je faisais. Aujourd'hui, le no-code, il y a plein de cas d'usage qui existent. En fait, en utilisant le no-code pour réaliser des choses. Comme ça, il y a par exemple tout ce qui va être site internet, donc site web. Que ce soit du site vitrine à des sites très complexes, de l'e-commerce, de la marketplace. Donc, en fait, c'est du produit. On va pouvoir créer des produits digitaux, produits web, produits mobiles aussi. On peut créer des jeux vidéo avec des technologies no-code. Je pense à Buildbox, par exemple, qui permet de faire des jeux d'arcade, 2D, 3D directement. Il y a un moteur qui est intégré. Dans un autre sens, on peut dire que Unity permet aussi de faire des jeux en no-code puisqu'ils ont un moteur visuel, de programmation visuelle. Donc, il y a vraiment ce côté produit. Et puis, il y a le côté... aussi, nous, on accompagne des entreprises. Ça va être pas mal des PME, ETI et grands comptes. On va accompagner des gens du métier pour qu'ils puissent eux-mêmes créer des choses et optimiser leur métier. Et donc là, ils vont peut-être créer des applications, ils vont peut-être créer des applications métiers, mais ils vont aussi faire des automatisations. Et une automatisation n'a pas forcément une interface utilisateur. Et dans ce sens-là, donc en fait, on permet à des gens du métier, soit en les formant, soit en créant des choses pour elles ou en les accompagnant, d'optimiser leur process, qu'ils soient plus efficaces, plus productifs aussi, qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée pour elles. Parce qu'il y a plein de choses qu'elles font
Tu dis Ouais. métier, de quel métier tu parles? C'est juste pour préciser à ceux qui nous regardent, c'est juste pour Des verticales, quoi. Le DAF, le mec. C'est ça, principalement, ça va être des gens des fonctions support dans les entreprises. Donc, ça va être des fonctions commerciales, les fonctions finance, RH, marketing aussi. Même si le marketing a été bien digitalisé ces dernières années avec tout ce qui est marketing automation, emailing, toutes les datas aussi à récupérer. Et le gros, c'est très digitalisé déjà comme métier. Mais il y a toutes les fonctions support qui ont été un peu mises de côté. Et typiquement, on a pas mal de cas d'usage qui reviennent où ça va être des boîtes, même des startups aussi qui ont un produit digital, un produit tech. Et ben en fait, les fonctions support, elles sont souvent laissées en mode dernière roue du carrosse et parce que les équipes en fait de dev et produits, elles sont dédiées au développement du produit et elles sont pas là pour accompagner les fonctions support. les roadmaps des services techniques qu'on appelle les DSI dans toutes les boîtes sont Ouais. couverts de demandes et effectivement, la fonction support, c'est pas celle qui est priorisée. Et du coup, tu leur donnes les Mais moyens de c'est faire ça. seuls ou tu fais pour eux et après, ils savent entretenir c'est quoi aujourd'hui, imagine, je suis à la compta dans un grand groupe, tu vas m'aider. Est-ce qu'après, je Mm. suis autonome ou j'ai besoin de toi tout le temps? Trois, ma brave dame. Pardon? Ils font tous les Je trois. sais, laisse-moi guider Et l'interview. ouais, c'est ça, notre force, c'est qu'on peut, on peut faire les trois. Enfin, on peut soit faire pour notre société qui est cliente, soit on l'accompagne avec du conseil, soit on peut la former aussi. Et il y a quelque chose qu'on fait maintenant. On a discuté avec des grands comptes et en fait, on se rend compte que une de leurs problématiques, c'est OK, le no-code, c'est très cool, mais comment je monte en fait une division no-code ou comment j'intègre en fait le no-code au sein de ma société, au sein de plusieurs business units, comment j'établis un projet pilote en no-code et quelle gouvernance en fait je vais appliquer et mettre en place justement pour passer mes process en no-code. Et donc, nous, on peut les accompagner là-dessus, justement, dans un premier temps, déjà pour identifier, parler avec la DSI aussi. Il faut les impliquer dedans parce que c'est indispensable pour éviter aussi le shadow IT et parce qu'il faut que toute l'entreprise soit d'accord pour changer ses systèmes d'information, pour mettre en place des nouveaux outils, des nouveaux process. Donc en fait, ça se réfléchit à un niveau groupe, à un niveau avec les top managers. Pas du Et bricolage. donc, Parce que souvent, on pense no code facile. No code, je vais vite avoir un résultat. No code, je vais pas aller mettre les mains dans le cambouis. Mais finalement, quand tu veux intégrer du no code dans une entreprise, il faut quand même passer par la DSI. Et parfois, avouons-le, c'est un peu un parcours du combattant j'imagine, de leur expliquer ce que c'est. Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas, ou en tout cas peut en avoir peur. Intégrer de pas nouvelles encore. technologies, la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire dans nos infrastructures, qu'est-ce que ça va empêcher. Donc, et c'est vraiment de se dire, voilà, il faut évangéliser toute l'entreprise. Vous n'êtes pas dans, on va rentrer par une business unit, montrer que ça cartonne et après laisser remonter l'info et finalement les projets jusqu'à ce que la DSI se dise, un peu comme Slack s'est développé, bon, il n'y a plus le choix, tout le monde l'utilise, on y va. Mm. Ouais, c'est ça. Et en fait, les deux sont possibles, mais moi, je suis convaincue que c'est beaucoup plus efficace si on intègre tout le monde dès le départ et que on discute avec toutes les équipes et notamment la DSI et puis les directeurs et directrices en fait, parce que sans ça. C'est un peu passé par la fenêtre, j'ai l'impression, et c'est pas forcément. Alors ça peut marcher, hein, mais voilà, nous on a discuté avec plein de DSI de plein de boîtes différentes et l'acculturation au no-code, elle est variable, ça dépend. On a identifié que, enfin, après, souvent quand il y a des nouvelles DSI ou des jeunes générations, ils sont plus à l'écoute des tendances du marché, des nouvelles technologies. Et c'est souvent plus facile aussi parce que il faut que ils aient envie aussi de changer leur structure, de changer leur process, d'utiliser des nouvelles technos. On va pas aller convaincre des gens qui sont et essayer de persuader des gens qui voudront pas changer au fond la structure en tout cas du système d'information. Et de toute manière, il y a assez de boîtes aujourd'hui pour qu'on puisse choisir aussi nos clients.
et choisir ceux qui portent le plus d'intérêt et qui ont le plus de motivation aussi, parce que bah, quand tu es une DSI ou que tu diriges une grande société, tu vas pas pouvoir le faire tout seul dans ton coin. Il faut aussi même convaincre d'autres personnes, d'autres équipes, et donc c'est pas simple. Il faut que tout le monde soit d'accord. Mais en tout cas, depuis 2 ans, on va fêter nos 2 ans le 7 décembre. On remarque qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui sont au courant du no-code, au courant de comment est-ce qu'on peut mettre du no-code en place dans les entreprises, et qui décorrèlent le no-code des POC et des MVP. Parce que c'était beaucoup ça au début. Ça permet de faire des POC et des MVP, mais c'est pas que ça. Et moi, je suis contente de ça aujourd'hui, parce que quand on parle à des entreprises, elles nous disent pas ah bah no-code égale POC MVP. Donc Oui, c'est en fait, vraiment une manière. on prenait souvent ça pendant des années. Faites des Lego au début et après fabriquez votre propre tech avec votre CTO et vos devs. Le marché vous donne raison. Depuis 2 ans, c'est un véritable engouement pour le no-code à tous les étages. Vous avez fait des belles levées de fonds. Du coup, c'est quoi l'avenir là aujourd'hui? Quelles sont les stratégies nouvelles? Est-ce que c'est de nouveaux territoires? Est-ce que c'est plein de gens qui vont garnir votre portefeuille de plein de nouveaux produits? Quelles sont les perspectives? Ouais, nous, on porte vraiment la vision holistique du no-code, donc les trois entités, et puis de permettre de produire des applications, de former, de conseiller, et puis d'accompagner l'émergence du nouveau métier. Donc, c'est vraiment global. Donc, nos enjeux, ça va être vraiment de scaler l'académie, la partie formation. Aujourd'hui, on a une super formation qu'on a montée en interne avec des experts du monde du no-code, mais qui n'est que française, typiquement. Donc, ça va être de voir dans quelle mesure on peut former plus de monde. L'objectif, c'est de former 20 000 personnes au no-code dans les 4 prochaines années. Aujourd'hui, nos promos, c'est 20 personnes par promo, et on fait 4 promos par an. On ne va pas arriver à 20 000 comme ça, en claquant des doigts. Donc c'est comment est-ce qu'on peut scaler nos process aussi pour étendre l'académie et former plus de monde. En B2C principalement. Et après, c'est aussi de faire du B2B. Et typiquement, comment est-ce qu'on peut accompagner aussi des grands comptes à adopter une démarche aussi plus citizen maker au sein des collaborateurs de ces grands comptes, comme SNCF l'a fait avec Power Apps. Ils s'y sont mis il y a déjà quelques années. Ils ont mis un plan de formation interne pour que chaque personne au sein de la SNCF puisse se dire bah, tiens, j'ai une idée d'application, je vais monter une application, écrire une application avec Power Apps dans toute la sphère Power Apps et Microsoft qu'ils ont mis en place. Et donc, la mission, elle est française? Quand tu dis que tu veux former 20 000 personnes, ou est-ce que c'est international? Quel territoire vous visez? c'est 20 000 personnes dans le monde. À ce stade, on n'a pas encore établi de plan pour dire c'est telle zone géographique en premier. On fait beaucoup à l'opportunité. On a beaucoup fonctionné comme ça là, depuis depuis 2 ans. Déjà, c'est de bien faire la France. Et puis ensuite, ce sera certainement Europe. On est déjà implanté en Mexique aussi. On a une personne qui est basée à Mexico City et États-Unis. Principalement, ça va être ça les zones. D'accord. Euh, Et alors, Grosso juste modo, c'est avant ça, j'étais en ligne avec une personne qui était en Afrique, et je disais que j'allais te parler. Mais il me fait non, mais attends, là-bas, il y a une demande complètement dingue. C'est que il n'y a pas de formation, tu vois, finalement digitale, très poussée, etc., accessible au plus grand monde. Mais tout le monde a envie de digitaliser, d'aller vite. Et donc, la demande en no-code, voilà. Donc, tu as peut-être Ouais, justement, parce que marché. les raccourcis que ça présente, c'est une opportunité c'est une vraie rupture, quoi. Donc, comme tu disais, c'est un vrai changement de culture. On est passé du stade où c'était le petit nice to have pour permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus vite au départ, à des choses qui sont vraiment déjà plus robustes déjà qu'un certain temps. Et comment ça se passe justement? Comment est-ce que quelqu'un qui serait réfractaire aujourd'hui, comment est-ce que tu peux le convaincre? Parce qu'il gagne du temps, il gagne de l'argent, enfin, j'imagine qu'il y a que la proposition de valeur était... Énorme. Ouais. Il y a plein de choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a. En fait, nous, on aime beaucoup parler de culture no-code parce que on va pas juste apporter une technologie et puis un moyen. On va apporter une manière de réfléchir et d'apporter une solution à une problématique. Et typiquement, ça passe par beaucoup d'accompagnement de comment, quand tu as un problème, tu
tacles et comment tu vas réfléchir justement pour arriver à une solution. En utilisant les techno no-code, parce que les techno no-code, aujourd'hui, bientôt, il y aura peut-être l'IA. Enfin, l'IA s'y met déjà. Mais aujourd'hui, le no-code permet d'arriver à des solutions, en fait, en fonction des problèmes. Et donc, moi, je vois plus d'agilité au sein d'une boîte, une meilleure... je vois plusieurs choses. Ça dépend en fait du besoin de la personne. Mais typiquement, nous, on accompagne des startups, des PME, des grands comptes et on peut accompagner n'importe quel type de structure avec du no-code. En fait, ce que je vois comme argument, c'est que le no-code, c'est plus accessible déjà. Donc, ce qui permet à des personnes du métier de se former. Après, il faut qu'elles puissent y consacrer du temps. Donc ça, c'est d'autres questions. C'est pour ça que souvent, elles préfèrent prendre une agence ou un freelance qui va faire pour elles parce qu'elles n'ont pas le temps de s'y former et donc d'y consacrer du temps. Mais en tout cas, le no-code est plus accessible. Donc ça permet à plus de monde et à tous les collaborateurs de se former et puis de créer des applications directement ou même d'administrer des applications qui pourraient être réalisées par des tiers. Donc il y a ça, et puis il y a ce côté de dire j'ai envie de tester quelque chose, voilà, j'y vais, je le fais. Donc c'est ça. Et puis après, bien sûr, il y a le côté prix, rapidité, c'est moins cher, c'est plus rapide. Ça, c'est ce qu'on disait beaucoup au début. Et puis maintenant, je pense que c'est assez intégré. Donc c'est besoin d'en parler spécifiquement. Oui, Oui, c'est ça. ok, C'est pour ça que super. c'est moi qui sors ces arguments-là, parce que je suis le néophyte de la bande. Mais ça me semblait assez évident, effectivement. On va reparler de toi maintenant. Ouais, pour revenir un petit peu à toi, t'évolues quand même dans un monde de mecs. La tech, le code. Enfin, pour avoir fait une école digitale, j'étais la seule nana dans la classe. J'ai pas l'impression que ça ait trop changé en 20 ans. Comment tu fais? Est-ce que c'est juste un truc, c'est complètement naturel ou est-ce que tu as l'impression que c'est un combat tous les jours? Tu as toujours dû être un petit peu dans cette dynamique, vu que tu étais fan de gaming. J'imagine que tu étais plus avec des mecs qu'avec des jeunes femmes. J'ai toujours baigné dans un environnement très masculin depuis que je suis toute petite. Moi, j'ai grandi avec deux grands frères aussi. Donc, j'ai toujours été habituée à ça. J'ai grandi aussi dans des sphères, effectivement, gaming, dans des serveurs TeamSpeak, Discord, les Twitch, voilà, où il y a quasiment que des hommes. J'ai travaillé dans le jeu vidéo aussi, avant Allegria, où effectivement c'était très masculin. Et donc j'ai toujours baigné là-dedans. Les problématiques sont différentes de ce que je vois aujourd'hui en ayant fondé une société qu'avant. C'est pour rentrer dans le détail, avant, quand je jouais, quand j'étais une gameuse, c'était des remarques sur le sexe de la personne, donc en l'occurrence d'être une femme. Je me rappelle, il fallait pas. J'étais plus tranquille si je disais pas que j'étais une femme que si je disais que j'étais une femme. Même au micro, quand tu parles et que en face sur Overwatch, par exemple, ils voient que tu es une femme, et ben voilà. Donc il y avait des remarques comme ça que je n'ai plus aujourd'hui du tout dans le monde de l'entrepreneuriat. Par contre, ce qui change et ce que je constate, c'est que on n'est pas forcément autant écouté ou autant pris au sérieux que des hommes qui parlent de la même chose. Que ce soit pour trouver des financements, que ce soit pour convaincre, voilà, ce genre de choses. C'est un constat que j'ai fait. Je suis membre de Sista aussi, entrepreneur, et c'est un constat qui est partagé aussi avec d'autres fondatrices comme moi. Et des exemples, par exemple, j'en ai plein, mais je me rappelle une fois discuter avec des investisseurs. En face de moi, j'avais peut-être 10, j'étais la seule femme de la pièce, 10 hommes en costard avec la cravate, et donc déjà beaucoup de pression parce qu'on sent qu'il y a un décalage humain, qu'il y a un décalage culturel, que quand on va dire quelque chose, si moi je dis quelque chose, ça va pas être perçu de la même manière que moi je l'entends aussi. Donc décalage de culture et voilà, donc c'est assez difficile et
fait, il faut jouer entre deux trucs, c'est-à-dire il faut à la fois se fondre dans le moule et être un peu comme eux, enfin voilà. Et de l'autre côté, il faut savoir prendre les devants et être différente là. Euh, voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est pas facile tout le temps. Et j'ai un autre exemple aussi, c'est j'ai pareil, toujours en rendez-vous investisseur, le décisionnaire du fonds, enfin en tout cas de, euh, de la structure, qui ne me regarde pas du tout. Même quand je parle, il va pas me regarder, alors que, enfin voilà, je comprends pas. Et donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai vécu et ça m'a vraiment frappée. J'ai rien osé dire sur le moment. J'ai jamais dit, mais pourquoi vous me regardez pas? Parce que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé et qui, pour le coup, a dit, mais ça me dérange vraiment que vous me regardiez pas du tout, en fait, quand je parle. J'ai pas osé le faire, mais je sais pas si j'aurais dû ou pas. Enfin, On va lui poser la question après coup. Il faudra qu'on arrive tôt ou tard à ce genre de normalité, parce que pouvoir dire que c'est dérangeant, ça devrait être normal. Là, tu parles du bout du problème qu'essaye de traiter avec beaucoup de vaillance Sista. Si on reprend le début du problème, quand tu es toute seule, 11 ans, tu te mets à coder, là aussi, tu es dans un océan de mecs. Enfin, je veux dire, il y a personne. Comment est-ce qu'on fait? Oui, mais comment est-ce qu'on fait? Ma question a un but. Enfin, cette description a un but, c'est comment est-ce que, selon toi, on peut faire pour régler l'ensemble du problème? Est-ce qu'il faut vraiment pousser les filles au code très jeunes, ce qu'on essaie de faire nous avec nos quatre bandits, mais ou est-ce qu'il faut avoir des filières post-bac qui sont un peu plus ouvertes ou un peu plus accueillantes? Je ne sais pas, moi, là, vraiment, c'est une vraie question très ouverte, parce qu'effectivement, en bout de chaîne, on va se retrouver toujours avec ce que tu dis, qui est hyper complexe, qui met un temps hyper lent à bouger. Surtout, il y a une urgence à recruter, c'est qu'on a besoin de femmes dans la tech. Et puis, ça bousille plein de talents qui, du coup, sont... bah oui. Bref. Déjà, effectivement, on se coupe de 50% de la population mondiale, comme ça. Donc, la moitié du monde, très clairement, c'est des femmes. Dans ce que tu dis, effectivement, ça, et c'est drôle parce que c'est des thématiques qu'on a traitées il y a pas longtemps. On a travaillé sur un rapport avec le G20 des jeunes entrepreneurs, justement pour voir comment, plutôt au niveau haut, pas au niveau bas, mais niveau haut, donc c'est les dirigeants, les comités de direction, les comités exécutifs, comment on peut faire. Donc, on est parti plutôt de ce côté-là. Mais je pense, en fait, alors, c'est global. Il faut traiter le problème à tous les étages. Et si on regarde tous les étages, bah, typiquement en haut, il va y avoir mettre des quotas, malheureusement, mais je pense que ça marche. Bon, j'ai pas des exemples pour prouver que ça fonctionne, mais en tout cas, nous, on a mis en place des quotas pour la Ligue Academy pour réserver 50% des places à des femmes étudiantes. Et donc, au niveau des comités, de direction des grandes boîtes, que dans les CODIR, dans les boards, il y ait au moins 50% de sièges attribués à des femmes. Et si les sièges ne sont pas pris, eh ben, ils restent vides déjà. Et voilà, je ne sais pas s'il faut faire de la discrimination positive ou pas. Mais voilà, en tout cas... On a vécu avec Géraldine Lemeur dans la Single Life, tu vois, il y a quelques années, qui disait en fait on a tout essayé, il va falloir passer par forcer et effectivement mettre des quotas. Donc moi, ça me paraissait aberrant, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui, il y a que ça qui marche. Et si on prend tout en bas, alors les petits bouts. Alors, tout en bas, pour moi, c'est l'éducation. En fait, tout en bas, ça va être comment on grandit, dans quel environnement on évolue, à l'école, avec les amis, sur les sphères des jeux, sur les sphères des réseaux sociaux. Et pour moi, ça passe par des modèles d'éducation. En fait, tout ce qui est culture au sens large. Quels sont nos modèles, en fait, à quel modèle on s'imagine grandir, qui sont nos rôles modèles en fait quand on est toute petite. Et moi, quand j'étais enfant, bah voilà, je me dis à qui j'ai envie de ressembler plus tard en étant grande. Et si on n'a pas de modèle féminin, de figure féminine, bah, on n'a personne à qui, enfin, sur qui se projeter en fait. Donc les rôles modèles, et puis aussi beaucoup tout ce qui va être culture, jeux vidéo, cinéma et séries. Qui est-ce qu'on met en avant le fait d'avoir aussi des femmes qui parlent sur les plateaux télé, mais pas des femmes qui parlent de tout ce qui a été raconté
voilà, pas la météo, pas la cuisine, voilà, mais amener je sais pas, des astronautes féminines sur des plateaux. Des entrepreneurs, Voilà, des entrepreneuses. Des entrepreneurs. Ouais. entrepreneuses. Donc, du Ouais, moi, coup, c'est toi la Hmm. prochaine, c'est toi qui va inspirer nos gamines Aléria, de montrer voilà, que le code c'est possible, que c'est sympa aussi, que c'est pas un milieu que fait pour les mecs et Ouais. que ça peut y arriver. Mais c'est le moment aussi de rendre paradoxalement hommage à ton cofondateur qui, lui, te laisse justement prendre la place qui te revient, mais justement qui met en avant la femme dans le binôme. Je trouve que c'est vachement intéressant. Il en avait parlé un petit peu au Pitch Sista, et effectivement, il se met un petit peu en retrait. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette façon de faire? Je pense que c'est de la gouvernance, mais bon, bref. En tout cas, c'est un accord tacite, c'est quelque chose qui a été naturel. Ouais, ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est trois associés. Donc, il y a deux hommes et moi. Donc, il y a Francis Lelon, qui est connu pour avoir fondé Sarenza.com notamment, et Thomas Bonenfant. Les deux sont des profils entrepreneurs et business. Moi, je suis la seule qui n'est pas du tout ce profil-là. Et en fait, j'ai un peu débarqué dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas du tout. Du coup, j'ai combattu en fait ce syndrome un peu de l'imposteur que j'avais au début. Et au fur et à mesure en fait du temps, faut savoir aussi que je savais pas du tout parler en public. Je suis un profil introverti et timide en fait à la base, et j'ai réussi à surpasser ça parce que un peu malgré moi aussi, je suis arrivée là-dedans, et il y a des choses que je défends et que j'ai envie de pousser, et je sais que bah oui, il faut se forcer, il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, ouais, on s'est mis assez d'accord au début. Déjà, quand on monte une boîte, enfin, pour moi, le truc clé, c'est de choisir les bons associés. Et parce qu'en fait, on peut ne pas avoir de projet ou d'idée de projet. Si on a les bonnes personnes, on sait qu'on fera quelque chose de bien, en fait. Alors qu'on peut avoir un très bon projet, mais si on s'associe avec la mauvaise personne parce que ça ne fit pas en termes de valeur, d'ambition ou autre, ça ne marchera pas. Et donc déjà, on s'est hyper bien trouvés tous les trois sur le plan fondamental des valeurs et d'alignement, en fait, de où on veut porter la boîte. Et on savait dès le début, on a fait justement un atelier d'alignement. Et ça, moi, je recommande à absolument tout le monde, tous les entrepreneurs. Enfin, c'est indispensable de le faire quand on monte un projet, même si on a déjà été serial entrepreneur. Euh, et donc, on savait qu'on voulait porter Allegria à un niveau mondial, qu'on voulait être le leader, et qu'on avait une très grosse ambition derrière, et que ça n'allait pas être facile. Et on avait justement réfléchi à cette question en termes marketing aussi. Et qu'est-ce qu'on a tous les trois à apporter en termes de fondateurs, en tant que fondateurs, quels sont nos sujets un peu de prédilection sur lesquels on peut avoir des choses à ajouter, à des débats, à des projets, à des missions. Et naturellement, en fait, c'était vraiment sur le sujet l'entrepreneuriat au féminin, sur les femmes dans la tech, parce que moi, je viens justement du monde du digital et j'ai baigné dans un écosystème principalement d'hommes, et donc ça faisait complètement du sens. Et voilà, Thomas, il est un petit peu plus en retrait sur les communications, mais parce que voilà, pas eu l'occasion, ça s'est fait comme ça après naturellement. Et mis à part discussion sur un coin de table, on n'a pas fait des grands plans pour se dire, OK, bah, on va parler de ça et toi, tu vas parler de ça et tout. C'est hyper naturel, et puis on se laisse tous les trois porter quand on a des sujets qui nous sont chers. Et Francis, principalement, ça va être aussi beaucoup avec les rebondisseurs, avec le Startup Leadership Programme, sur en tant que serial entrepreneur, comment on rebondit, comment on trouve aussi du sens dans son projet. Enfin voilà, ce genre de choses aussi. Super, bah Qui... écoute, Mais disons-le, c'est merci. parce qu'il est plus vieux. Merci en tout cas pour Il a cette l'expérience. Je plaisante, on le salue évidemment. Ça donne envie quand même d'entreprendre et d'aimer ce qu'on fait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi pour les prochaines années? De toujours se lever avec la patate, avec le sourire, je dirais, et puis plein de joie, comme Allegria, donc pour le petit jeu de mots, plein de joie pour Allegria, et puis ouais, de plus un monde meilleur, je dirais aussi. C'est peut-être un peu tarte à la crème, mais Non, mais il faut. Je pense que si mais, on ne le souhaite pas, ça ne peut pas arriver. Donc, bravo, mais merci. voilà. Donc gouverné par des femmes. C'est ça.
Eh ben, c'est ce que j'allais dire justement, avec plus de femmes dans notre milieu, en tout cas dans le no-code et dans la tech en général. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite profondément. Merci Christelle d'avoir Merci beaucoup. participé Merci à à tous les deux. raconter à ma boîte mon histoire. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien.